Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Roger Toussaint, président de la Ligue contre le cancer. C'est le comité Martinique. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons parler là des regards croisés sur la prise en charge du cancer dans la France Outre-mer. C'est du 10 au 12 novembre. C'est très, très bientôt, de 10 au 12 novembre. Alors, première question, est-ce que dans l'Outre-mer, on est plus mal loti que dans l'Hexagone? Oui. Concernant, j'ai envie de dire, le matériel, les hommes, enfin, pour lutter contre le cancer. Alors, il faut savoir que cette opération qui va réunir les comités de la Guyane, Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie devait aussi avoir Tahiti, mais elle n'a pas pu, au dernier moment, se présenter. Pourquoi on a voulu avoir ce temps d'échange entre nous? C'est parce que nous sommes dans des territoires d'inégalité. D'inégalité, économique, etc., mais inégalité au niveau de la santé. Et nous voulons avoir des actions de plaidoyer pour que ça change, pour qu'il y ait un égal accès à la prise en charge, notamment au niveau du cancer, quel que soit le lieu où on se trouve sur le territoire hexagonal ou le territoire français. Alors, est-ce qu'à la Martinique, on l'a souvent dit, que le cancer du côlon, c'est le premier cancer à la Martinique, et c'est peut-être dû aussi à la chlordécone, est-ce que c'est vrai? Tu voulais dire le cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Mais il y a aussi le cancer du côlon qu'on a à la Martinique. Oui, mais le cancer du côlon, heureusement, n'est pas le premier cancer. C'est pas le premier cancer, c'est la prostate, pardon. C'est la prostate, et effectivement, il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y avait une relation. Bon, ça a duré très, très longtemps, mais in fine, il y a eu... ça a été reconnu et ça a été c'est dédommagé. Il y a des plans chlordécone qui arrivent pour prendre en charge les frais de dépistage, etc. Donc ça veut bien dire que il y a ce problème de chlordécone en lien avec le cancer de la prostate. Alors justement, puisqu'on parle de dépistage, se faire dépister très tôt, est-ce que ça peut éviter une issue fatale lorsqu'on est diagnostiqué et qu'on a un cancer? D'une manière générale, il y a le dépistage organisé qui concerne le cancer du sein, du côlon, du col de l'utérus en Martinique. Ces campagnes de dépistage sont faites pour... en fait, il y a un niveau financier. Si on fait ces dépistages, c'est pour réduire le nombre de cancers en Martinique, pour prolonger la vie. Et lorsqu'on réduit le nombre de cancers, on prolonge la vie, on dépense moins. Oui. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. D'accord. Et donc, moi, j'ai toujours milité depuis quelques années, puisque j'étais au conseil d'administration de la Ligue nationale, pour qu'il y ait une expérience qui se fasse dans l'outre-mer, puisque nous sommes les champions au niveau du cancer de la prostate. Oui. Et au niveau hexagonal, il y a 2 fois moins de cancer de la prostate. Si en Hexagone, ils avaient l'incidence de la Martinique, je pense qu'il y aurait déjà une action beaucoup plus forte. C'est ça. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait une action spécifique qui soit prise pour les territoires ultramarins. Et je pense qu'au niveau de notre colloque Regard croisé, nous aurons à en débattre et aussi à la fin, puisqu'il y aura des ateliers à la fin, et avoir des actions de plaidoyer pour dire que, nous, à telle date, ensemble de territoires ultramarins, nous réclamons qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour donner l'égal accès à la prise en charge du traitement, notamment du cancer, dans ces territoires ultramarins. Très bien. Est-ce que, Monsieur le Président, lorsqu'on est antillais, on est plus souvent, on peut plus facilement que ceux qui sont en métropole, que les métropolitains, en fait, puissent avoir le cancer? Est-ce que le cancer chez les Antillais est plus élevé par rapport à notre couple? Il y a des Antillais qui pensent ça. Je demande, je ne sais pas. Surtout cette année, enfin cette période, pourquoi? Parce que on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de jeunes qui en parlent, on découvre beaucoup plus de cancers. Et, à mon avis, ça devrait être un élément positif. C'est pas qu'on se réjouisse qu'il y ait beaucoup de cancers, c'est parce qu'on arrive à les détecter précocement et donc les prendre en charge beaucoup plus facilement. Mais d'une manière générale, l'incidence du cancer est plus faible en Outre-mer qu'en France hexagonale. C'est-à-dire qu'il y a, pour des chiffres donnés, pour 100 000 habitants, il y a moins de cancers
aux Antilles qu'en France hexagonale, heureusement. Mais cet écart se réduit notamment à cause du comportement. Nous avons adopté des attitudes occidentales et par exemple, la nourriture. La nourriture, les transports, l'activité physique que l'on fait moins, puisqu'on est toujours en transport. Je crois qu'en France hexagonale, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le sport. Donc la nourriture et puis les fast-foods qui sont de véritables plaies pour l'alimentation ici. Et puis il y a aussi des actions de prévention qui ne sont pas faites suffisamment. Nous, au niveau de la Ligue, dans nos 4 missions, nous avons la prévention, notamment la prévention primaire. Dans ce colloque, il y aura un aspect de prévention primaire où on montrera que la Ligue contre le cancer et le Comité Martinique intervient au niveau de l'école. On n'y pense pas. Mais dès l'école, il faut donner aux enfants de bonnes habitudes alimentaires, d'estime de soi, d'activité physique, etc. Et puis, il ne faut pas mettre des fast-foods à côté des écoles. Il ne faut pas non plus que les parents viennent déposer les jeunes carrément dans la porte de l'école. Il faut qu'il y ait quand même un exercice physique qui soit pratiqué régulièrement. Alors, vous parliez des jeunes, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impactés par le cancer? Quel type de cancer, éventuellement? Alors, il y a l'aspect du cancer pédiatrique, l'oncopédiatrie. Déjà des gamins de cet âge? Ah ben oui, il y a des bébés qui ont des cancers. Hein? D'accord. Donc, heureusement, c'est un pourcentage très faible. Hein? Oui. En Martinique, stricto sensu, on peut dire qu'il y a une trentaine de nouveaux cas par an. Comme le pôle de Martinique prend en charge aussi parfois la Guadeloupe, la Sainte-Lucie oui. et la Dominique. Oui. Donc, il y a à peu près 50 nouveaux cas par an qui sont pris en charge par la Martinique. Mais dans certains cas, dans certaines pathologies, pas à visée curative. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge souvent dans l'Hexagone pour la partie curative. Et après, pour d'autres traitements curatifs ou alors des soins palliatifs, ils sont pris en charge en Martinique. Et là aussi, dans notre colloque, il y aura un sujet là-dessus parce que nous n'avons pas encore pu obtenir l'autorisation d'avoir un centre de référence pour la prise en charge des soins curatifs en oncopédiatrie. Il est vrai qu'il y a un quota de personnes à avoir. Il n'est pas question de mettre un service d'oncopédiatrie et puis qui ne fonctionne pas assez, qu'il n'y a pas assez de clients, qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Mais sur la région Guadeloupe-Martinique, c'est possible, puisque à La Réunion, par exemple, il y a un centre qui est reconnu pour l'oncopédiatrie. Donc, ce centre d'oncopédiatrie pourrait drainer la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie et Dominique. Et peut-être la Guyane aussi. Et peut-être la Guyane aussi. Ouais. Alors, on n'y pense pas trop, la Guyane, encore qu'il faut y penser, parce que, par exemple, au niveau des adultes, la Guyane a choisi d'avoir un lien avec les équipes de Lyon, parce que là, ils ont organisé un étage, enfin, ils ont tout organisé pour bien les recevoir. Mais malgré tout, il y a des Guyanais qui auraient préféré être pris en charge en Martinique, par exemple. Donc, on peut dire que ça peut concerner aussi, et c'est même souhaitable que ça concerne la Guyane pour avoir une population plus importante. Alors, ces 2 ans de pandémie avec ce qui s'est passé avec la COVID, on a peut-être moins porté l'accent sur les cancers, mais est-ce que justement il y a une recrudescence pendant ces 2 ans, même si on n'en parlait pas, mais maintenant que la pandémie est dans notre dos, est-ce qu'éventuellement vous avez repéré plus de cas pendant ces 2 ans? Pas particulièrement. Par contre, la prise en charge a souffert. Souffert puisque les examens au laboratoire, les délais de prise en charge se sont rallongés puisque c'était beaucoup plus difficile d'être suivi, d'avoir des rendez-vous, d'être acheminé. Et c'était très difficile.
surtout dans un contexte où, normalement, c'est déjà difficile. Oui, c'est ça. Et même pour être acheminé en France éventuellement, la France aussi était la tête sous l'eau avec la pandémie. Ouais. Donc, ça a été c'est 2 ans difficiles. C'est 2 ans difficiles pour les malades. C'est dû à la pandémie, mais c'est dû aussi aux Martiniquais. Hein. Dans quel sens? Dans quel sens? Je veux dire que, je regrette que les Martiniquais, les professionnels de santé ne se sont pas vraiment mobilisés contre la maladie, mais c'était une occasion aussi pour lever tout plein de revendications qui bloquaient le système. D'accord. Donc, des patients qui allaient se faire traiter étaient bloqués par... je le dis, hein, par des syndicats qui bloquaient les hôpitaux. Donc, lorsque vous bloquez les hôpitaux, les patients ne peuvent pas aller pour de dépistage. Lorsqu'ils vont, les résultats sont différés. Et donc, il faut aussi dire que lorsqu'on fait des revendications, on pénalise aussi le patient martiniquais. Et moi, je suis représentant des usagers, RU. Et je donne la parole des usagers en disant que, il y a beaucoup d'usagers pour qui c'était plus facile, malgré les difficultés de la France hexagonale, d'aller en France pour se faire traiter. D'accord. Et lorsqu'on prend l'habitude, parce que c'est pas si évident au niveau de la cancéro, il y a une période où la prise en charge était quasiment hexagonale. Et il y a eu des travaux de fait par des équipes pour améliorer les équipements, les effectifs, etc., pour que les patients puissent faire confiance au service. Mais si on lutte pour que cette confiance-là soit pérennisée, on peut perdre la confiance des patients et là, réduire le nombre de patients qui se font traiter. Et ce n'est pas un bon processus parce que pour que les équipes soient performantes, il faut qu'il y ait des seuils. C'est ça. Pour le cancer du sein, il faut avoir au moins 600 cas à traiter pour que les équipes puissent avoir l'habitude, la dextérité, que les équipes fonctionnent bien. Et donc, si le seuil descend, on arrive à perdre, on peut dire qu'on peut perdre un peu de compétences puisque on n'a pas le c'est volume. Toujours ça, il y a toujours des quotas en fait. Oui, il y a des quotas. Il y a des quotas. Alors, justement, vous parlez du cancer du sein. Par exemple, si vous devez vous faire opérer, est-ce que vous allez choisir un chirurgien qui fait 3 opérations par mois ou alors celui qui en fait 10 par jour? Oui, je comprends. Vous parlez du cancer du sein, justement, le mois dernier, le mois d'octobre, octobre rose. Est-ce que les cancers du sein à la Martinique ont progressé et puis quelle prise en charge pour ces femmes? Je peux dire que la prise en charge s'améliore. Pourquoi? En plus, dans le passé, il y avait une chape de plomb sur le cancer, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle plus et les gens vont plus souvent se dépister. Encore que pendant la période de Covid, c'était compliqué. Oui. Et donc, et puis il y a de nouvelles spécialités qui existent en Martinique. Et donc, la prise en charge est améliorée. En plus, il y a des associations qui réalisent des soins de support, dont la Ligue. Nous avons inauguré pendant l'Octobre Rose notre centre à Redoute. Oui. C'est un centre de soins de support et de bien-être. Et donc, c'est un projet qui a été financé par les différents relais pour la vie, les 4 derniers. D'accord. Et c'est avec l'argent de ces relais pour la vie que nous finançons nos grands projets. C'est un projet qui a coûté 400 000 €. Le relais de la vie de cette année a été aussi un très grand succès. C'était le 29 et 30 octobre. Nous avons eu 12 000 personnes au stade de Pierre-Liquère. Et nous sommes arrivés enfin à atteindre l'objectif financier que nous étions fixés, qui était de 140 000 €. Donc, c'est avec ces projets que nous finançons nos actions. Le centre de soins de support, 400 000 €, la maison d'accueil des patients et des proches que nous avons inaugurée il y a à peu près 5 ans, qui a 6 studios, dont un studio pour les personnes à mobilité réduite, c'est 700 000 €. Notre maison de la cancérologie, c'était 350 000 €. Donc,
Et nous n'avons pas, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, nous n'avons pas des subventions de fonctionnement, etc., qui nous viennent soit de la Martinique ou de la France hexagonale. L'État ne vous aide pas, le gouvernement ne vous aide pas sur ça? Non, pas du tout. Il y a même des gens qui pensent que nous avons des billets d'avion que nous pouvons donner aux patients pour aller se faire traiter en France. Non, c'est les actions que nous faisons ici, ou alors lorsque l'ARS ou la Caisse de sécurité sociale fait un appel à projet sur un point particulier, que nous répondons et que notre dossier est retenu, effectivement, nous sommes financés pour cette action. Mais si nous n'avons pas d'action, il n'y a pas de financement. Alors, vous êtes combien? Vous êtes entouré de combien de bénévoles? Ce sont des bénévoles, des salariés? Alors, nous venons de recruter une dernière salariée. Nous avons 4 salariés et nous avons à peu près 40 bénévoles, 30 bénévoles normalement. Et puis pour les grosses opérations comme le Relais pour la vie, on peut avoir 50 bénévoles, quoi. Mais c'est quand même quelque chose de difficile de recruter du personnel sans subvention. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de les recruter et puis de les payer pendant 1 an, 2 ans. Et puis après, on dit, bon, on met la clé sur la porte. Il faut pérenniser le système. Tout ça, oui. Très bien. Et c'est pour ça que nous essayons de faire au maximum pour avoir des actions et aussi pour faire des investissements qui soient bien conçus. Très bien. Est-ce que vous réalisez des bonnes annonces, des publicités, des choses de ce genre quand vous faites vos actions? Oui, lorsque les médias nous permettent de les faire gratuitement. De la diffusion? Oui, mais je vous pose la question parce que justement, on sera content de diffuser vos promotions, vos actions. Ah ouais? Mais c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je viens. Mais ce ne sera pas la dernière, Monsieur le Président, parce que nous travaillons tous pour les Martiniquais, donc ce sera avec grand plaisir. Moi, nous allons relayer. Je suis un vrai Martiniquais qui travaille pour la Martinique. Et je veux faire savoir aux gens, parce que c'est vrai qu'on sollicite beaucoup d'argent aux gens, mais on leur donne en contrepartie, je ne sais pas si vous étiez au Relais pour la vie, mais les gens qui étaient heureux. Ils couraient au manchet sur la piste pendant les 24 heures d'affilée, pendant le mauvais temps, pendant la pluie, ils ne se sont pas arrêtés. Et puis, il y avait une ambiance. Lorsque vous arrivez là, il faut au moins venir voir. C'est une ambiance très conviviale. Il n'y a pas de voyous, etc. Tout le monde, on sent qu'il y a une mobilisation contre le cancer. Et donc, nous avons plaisir à organiser cette manifestation pour les Martiniquais. Et tout ce que je vous disais, et c'est intéressant de le faire savoir, lorsque les gens nous aident financièrement, c'est pour des projets qui sont en Martinique. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont en Martinique. Très bien. Alors, les points forts, Monsieur le Président, dans ces regards croisés sur la prise en charge du cancer dans la France outre-mer, vous avez des spécialistes, je présume, qui seront là? Oui, des spécialistes de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Nous aurons aussi, parce qu'il y aura tous les présidents des différents associations Ligue contre le cancer ultramarine, et aussi la présidente du CRCDC. Le CRCDC, c'est ceux qui a remplacé à Martinique l'AMREC, et c'est l'association qui s'occupe du dépistage des cancers. C'est ça. Donc, le regard croisé a été une volonté de la Martinique de fédérer autour de notre association nos partenaires, donc CRCDC, l'Observatoire de la santé, l'IREPS, qui s'occupe aussi de la prévention, et donc France Asso Santé, qui notamment est l'association qui regroupe tous les représentants d'usagers. Donc nous travaillons en Martinique avec ces partenaires. Nous avons voulu faire ce regard croisé en Martinique, mais aussi en associant nos partenaires des autres territoires. D'accord. Et à cette première édition qui se fait en Martinique se fera dans tous les 2 ans, et la prochaine édition se fera en Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura un passage de témoin au président de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y aura un point fort, je crois, le dernier jour, jeudi, avec un spécialiste sur quoi? Oui, avec le professeur Karim Farid, qui va présenter l'imagerie caribéenne, qui va débuter en 2023, là, prochainement. Oui. Et là, pour ma part, c'est un projet que j'attendais depuis longtemps. Il y aura notamment le TEPSCAN. Oui. Le TEPSCAN qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde a dit c'est moi qui ai fait, c'est moi qui n'ai pas fait. Moi, en tant que représentant des usagers, je disais, eh bien, il y a 20 ans que ça devait exister ici. Et ça fait 20 ans que la population martiniquaise ne peut pas bénéficier de cet appareil, alors que lorsque vous prenez l'avion, vous arrivez à Paris, vous pouvez avoir votre examen le lendemain. Ouais. Donc, même s'il y a eu un TEPSCAN installé en Guadeloupe, depuis peut-être 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, mais ce n'est pas pareil que d'avoir l'appareil en Martinique. Parce que forcément, s'il faut envoyer le patient en Guadeloupe, en France, etc., pour cet examen qui peut être fait de suite, eh bien, il y a une sélection qui est faite. On ne va pas envoyer... Lorsqu'il y a un petit doute, on dit, bon, ben, on va plutôt faire un examen complémentaire plutôt que de l'envoyer en Guadeloupe en France hexagonale. Donc, c'est une avancée importante d'avoir ce TEPSCAN, mais il y aura TEP-IRM, le grand champ, et ça, c'est un équipement qui n'existe pas encore en France hexagonale. Et c'est là que je suis content, parce que je me dis, au moins pour une fois, dans un domaine, on est précurseurs, on est les premiers. On est les premiers et il pourra y avoir des équipes de la France hexagonale qui pourront venir s'initier, enfin, avoir une expertise là-dessus en Martinique et puis on pourra drainer toute la Caraïbe. Donc, il ne faut pas, à mon avis, toujours essayer de rattraper le retard. Toujours, on essaie de rattraper le retard. Je pense qu'au moins dans certains domaines, on doit être les précurseurs, on doit être les premiers. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi. Je vous souhaite évidemment d'avoir un regard croisé avec beaucoup de bénéfices pour tous les participants. C'est des territoires de la France outre-mer. Donc, merci pour tout le travail que vous faites pour les Martiniquaises et les Martiniquais. C'est moi, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée sur Zouk TV. À bientôt.